Avertissement, les opinions exprimées par les intervenants dans ce film sont celles des intervenants et ne reflètent pas forcément celles des réalisateurs. Lorsque le pillage devient un mode de vie pour un groupe de personnes au sein d'une société, celles-ci finissent par se doter d'un système juridique qui l'autorise et d'un code moral qui le justifie. Frédéric Bastiat. Le montant de l'argent blanchi chaque année représente entre 2 et 5% du PIB mondial. 2% du PIB mondial équivaut environ au PIB de la Turquie, les Philippines, le Bangladesh, le Sri Lanka et le Pakistan. Plus de 500 billions de dollars sortent chaque année des pays en développement. Une grande partie de cet argent est injectée dans les économies occidentales via des structures offshore complexes. En 1952, le futur président kenyan Jomo Kenyatta est emprisonné par les autorités coloniales britanniques. Il devient un symbole de la lutte pour l'indépendance du Kenya. Jomo Kenyatta est considéré comme le père de l'indépendance du Kenya. Il s'appelait auparavant Johnston Kamo. Il était releveur de compteurs d'eau au sein du conseil municipal du gouvernement colonial. Il s'exprimait également assez bien. Il me semble que cela explique en partie pourquoi il a été choisi parmi l'intelligentsia politique de l'époque. À sa sortie de prison, Kenyatta, démuni, devient ami proche du dernier gouverneur britannique du Kenya, Malcolm MacDonald. En 1963, Kenyatta est élu Premier ministre puis président du Kenya indépendant, tandis que Malcolm MacDonald devient haut-commissaire britannique. Le gouvernement et la fonction publique du nouveau pays sont essentiellement composés de ce que les Britanniques appellent des loyalistes. Après l'indépendance, la Grande-Bretagne conserve un certain nombre de sites militaires au Kenya. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne forme chaque année 6 bataillons d'infanterie au Kenya. 60 ans après l'indépendance, la famille Kenyatta est l'une des plus riches du Kenya. La famille Kenyatta détient de vastes investissements fonciers dans tout le pays, jusqu'à la côte, tout le long de ce que l'on appelait les White Highlands. Elle possède la plus grande entreprise laitière du Kenya et l'une des plus grandes banques du Kenya. Ils ont une chaîne d'hôtels et ils construisent actuellement une ville secondaire, juste à la périphérie de Nairobi. Nous nous avons toujours demandé comment Jomo Kenyatta avait pu devenir aussi riche, juste 1 ou 2 ans après être devenu président. Son salaire de l'époque n'était pas à la hauteur de sa fortune. Des mémoires rédigés par des membres de son administration affirment qu'il se livrait essentiellement à des accaparements de terres de premier ordre appartenant à des membres de la communauté des colons, etc. Un rapport déclassifié de la CIA indique que les fonds fournis par des gouvernements étrangers pour financer la redistribution des terres des colons au Kenya sans terre auraient été utilisés par les Kenyatta et leurs associés pour s'acheter des terres. Aujourd'hui, la famille Kenyatta est la plus grande propriétaire foncière du Kenya, détenant plus de 500 000 acres de terre de premier ordre dans tout le pays, alors que de nombreux anciens combattants kenyans pour la liberté et leurs familles, qui se sont battus spécifiquement pour la restitution de leurs terres, n'ont rien reçu. Jomo Kenyatta est décédé en 1978. Son fils, Uhuru Kenyatta, a suivi son père en politique. Le président du pays, Uhuru Kenyatta, figurait parmi les riches du monde entier, cité cette semaine dans les Pandora Papers. Selon les Pandora Papers, le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, et 6 membres de sa famille sont liés à 13 sociétés offshore. Ce qui a été révélé, c'est que la famille avait investi dans des structures offshore. Si l'on inclut la famille élargie, dès le milieu des années 70,
Uhuru Kenyatta figurait sur la liste des bénéficiaires d'un fidéicommis qui, pour ainsi dire, appartenait à sa mère à sa mort. Uhuru Kenyatta prétendait être un défenseur de la transparence et la lutte contre la corruption a été un thème central de son mandat. Ce dragon, cette bête appelée corruption, est un animal que nous avons l'intention d'abattre. Le président Uhuru Kenyatta a accueilli favorablement la divulgation des Pandora Papers, déclarant que la publication de ces documents contribuerait à renforcer la transparence financière et l'ouverture requise dans le pays et le monde entier. Au Kenya, 2/3 de la population vivent dans la pauvreté avec moins de 3,20 $ par jour. 70% des familles kenyanes sont chroniquement vulnérables à cause d'une mauvaise nutrition, de l'insécurité alimentaire et de maladies évitables. La loi kenyane exige que le président fournisse chaque année une liste des intérêts financiers au ministère des Finances. Ce que nous possédons, ce que nous avons, est transparent au public. Nous déclarons chaque année, et s'il y a un cas où quelqu'un peut dire que ce que nous avons fait ou obtenu n'est pas légitime, dites-le. Nous sommes prêts à affronter tout tribunal. Il a dit qu'il avait fait ses déclarations de patrimoine, mais nous ne les avons jamais vues. De plus, les familles des personnes politiquement exposées n'ont pas à déclarer leur patrimoine. Depuis son arrivée au pouvoir en 2013 et jusqu'à aujourd'hui, les années ont été très favorables à la fortune de Kenyatta. Il y a ce sentiment que les Kenyatas, ainsi que d'autres membres de l'élite politique, se sont extrêmement enrichis, à un moment où le Kenya souffre les pires niveaux de corruption qu'il ait connus depuis des années. La situation a été décrite en disant qu'il y a une règle pour l'élite, en particulier celle liée au pouvoir, et une autre pour tous les autres. C'est ainsi que l'on perçoit les choses. Je n'en dirai pas plus. Les Kenyatas sont ce que l'on appelle des personnes politiquement exposées, PPE. Une personne politiquement exposée est une personne qui occupe une fonction publique et qui présente un risque accru d'être impliquée dans une affaire de subornation ou de corruption. Les personnes politiquement exposées ont, en théorie, un accès potentiel à des fonds publics. Nos enquêtes ont apporté de nombreuses preuves que, malheureusement, des personnes politiquement exposées ont volé des fonds publics et les ont transférés dans des pays comme le Royaume-Uni, soit pour les cacher, les nettoyer ou les dépenser. C'est pourquoi les professionnels du secteur privé sont censés faire preuve d'une diligence raisonnable, accrue, chaque fois qu'ils ont un client, qui est une personne politiquement exposée. Malheureusement, nous avons découvert de nombreux cas où cela n'a pas été le cas. Je pense à un ancien responsable politique accusé d'avoir détourné beaucoup d'argent. Cette affaire a fait le tour d'Internet. Dans les 5 années qui ont suivi, cette personne a pu ouvrir plusieurs comptes bancaires au Royaume-Uni, contracter quelques hypothèques sur des maisons britanniques, ouvrir une société britannique. Pouvez-vous dire qui était cette personne? À cause des procédures Bayon au Royaume-Uni, dont je suis sûre que vous êtes très conscient. Malheureusement, j'en suis très conscient, je dois littéralement vérifier tout ce que je dis, l'apprendre par cœur et le dire. Je ne peux donc pas. Même si c'est déjà dans le domaine public. Oui, c'est un gros problème. Les journalistes, comme vous, les ONG, comme nous, sont souvent la cible d'avocats londoniens coûteux qui, malheureusement, prennent des clients douteux et poursuivent les journalistes et les ONG pour avoir osé mentionner les transactions corrompues de ces personnes. Les Kenyatas ne sont pas la seule dynastie politique du monde en développement à avoir amassé des richesses et des terres au-delà de leurs sources de revenus connues. Depuis leur arrivée au pouvoir, après la dissolution de l'Union soviétique, la famille Aliyev d'Azerbaïdjan a accumulé une vaste fortune et un empire commercial. L'Azerbaïdjan est un important producteur de pétrole brut et de gaz naturel. Les combustibles fossiles sont si abondants que les gisements de pétrole en surface brûlent depuis des siècles.
Le Royaume-Uni est le principal investisseur étranger en Azerbaïdjan, représentant plus de la moitié de l'ensemble des investissements étrangers. La famille Aliyev est la famille la plus riche d'Azerbaïdjan. Ils sont arrivés au pouvoir en 1993 lorsque Haïdar Aliyev, ancien général du KGB et secrétaire général de la République soviétique d'Azerbaïdjan, a orchestré un coup d'État. En 1993, Haïdar Aliyev s'est emparé du pouvoir à la suite d'un coup d'État. Peu avant la mort de Haïdar Aliyev, son fils Ilham Aliyev a pris la présidence et est resté au pouvoir depuis lors. BP est arrivé en Azerbaïdjan en 1992 et après le coup d'État, a signé un accord secret avec le nouveau président. Aujourd'hui, BP est la plus grande compagnie pétrolière étrangère en Azerbaïdjan. L'opposition politique a toujours dit que British Petroleum était responsable du coup d'État, car c'est elle qui a porté Haïdar Aliyev au pouvoir. Je me souviens qu'en 1993, pendant cette période difficile d'élections et de coups d'État, les sociétés de sécurité privées britanniques faisaient quelque chose en Azerbaïdjan. Peut-être étaient-elles venues pour protéger certains hauts fonctionnaires de British Petroleum ou les membres de la famille Aliyev. Nous n'en savons rien. Personne ne sait ce que contient ce contrat entre British Petroleum et Aliyev. C'est le plus grand secret d'État d'Azerbaïdjan. Sur son site web, BP appelle ce contrat le contrat du nouveau siècle. La famille Aliyev possède de vastes intérêts commerciaux en Azerbaïdjan. Qui est le propriétaire des 5 plus grandes banques commerciales d'Azerbaïdjan? La famille Aliyev. Qui est propriétaire de la plus grande entreprise privée de transport? La famille Aliyev. Qui est le propriétaire du plus grand réseau d'hôtels 5 étoiles d'Azerbaïdjan? Encore la famille Aliyev. Ils ont privatisé les plus grandes banques de l'État et après en être devenus propriétaires, ils ont commencé à les utiliser pour blanchir de l'argent. Des chefs d'État et d'autres personnalités importantes ont déposé de vastes actifs à l'étranger. Selon une réexamination de près de 12 millions de dossiers provenant du monde entier. Il s'agit du dernier rapport du Consortium international des journalistes d'investigation. Les Pandora Papers révèlent un empire immobilier londonien d'une valeur de près de 700 millions de dollars amassé par la famille dirigeante d'Azerbaïdjan. L'une des propriétés que nous avons examinées se trouve sur Conduit Street, dans le centre de Londres. Cette propriété a été achetée en 2009 par une société appartenant à l'un des associés de la présidence de l'Azerbaïdjan. Peu de temps après, elle a été vendue à la fille Arzu Aliyeva, qui avait 19 ans à l'époque. Puis elle a ensuite été vendue au Crown Estate, qui appartient à la reine Elisabeth II. Les Aliyev ont réalisé un bénéfice de 31 millions de livres sterling. Une autre propriété située à Mayfair, Maddox Street, a été cédée à Haïdar Aliyev. Il était le fils du président de l'Azerbaïdjan, âgé de 11 ans. Du jour au lendemain, les locataires ont commencé à payer leur loyer à un garçon de 11 ans. À Kensington, il y avait un ensemble de propriétés dans un lotissement appelé Thornwood Gardens. Ici, à Auburn, il y avait un hôtel. Lorsque le journal italien La Repubblica a interrogé Ilham Aliyev sur les révélations des Pandora Papers, il a répondu « Certaines forces en Occident tentent d'utiliser ce genre d'insinuations ou de demi-vérités afin de discréditer l'image de l'Azerbaïdjan et d'affaiblir la position de l'Azerbaïdjan. Ils veulent nous accuser. Ils veulent nous subordonner. Ils veulent nous imposer leur volonté. Et je refuse. Je défendrai l'Azerbaïdjan, sa souveraineté, son indépendance, son choix, jusqu'à la fin de ma vie. Et toutes ces sales histoires ne signifient rien pour moi, ni pour le peuple d'Azerbaïdjan. Dans les Pandora Papers, nous avons vu des dizaines de politiques et de dirigeants mondiaux, actuels et anciens, possédant des richesses à l'étranger. Les prestataires de services offshore sont censés exercer une grande diligence et examiner minutieusement les sources de richesse des personnes ayant des liens politiques auxquels ils fournissent des services. Les Pandora Papers ont révélé que les prestataires de services offshore n'avaient pas fait preuve de cette diligence à l'égard de leurs clients politiquement exposés. Il y a eu des recherches sur Google en vérifiant des noms dans de bases de données de risque et des démarches similaires.
Les personnes qui effectuent ces vérifications le font vraiment pour donner l'impression qu'elles le font. Pour l'instant, il est très difficile de poursuivre les grandes banques et les grandes entreprises pour des délits de blanchiment d'argent, car la loi britannique ne prévoit pas de délit de non-empêchement du blanchiment d'argent, ce que Transparency International considère comme nécessaire. Nos recherches ont permis d'identifier 582 personnes et entreprises britanniques impliquées dans des affaires majeures de blanchiment d'argent. Il y a des personnes qui ferment les yeux sur tout ce qu'elles peuvent découvrir ou faire, et d'autres qui ne font peut-être pas preuve d'une grande diligence alors qu'elles le devraient. Vous trouverez des personnes et des entreprises qui s'efforceront délibérément d'obtenir les services de personnes potentiellement impliquées dans la corruption et la criminalité, car c'est un grand business et beaucoup d'argent. Au Royaume-Uni, 84 000 propriétés sont détenues de manière anonyme. Bien entendu, certaines sont détenues avec de l'argent illégitime, mais il est tout à fait possible qu'un grand nombre d'entre elles soient détenues avec des fonds suspects. Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, est un endroit inhabituel. Ce n'est pas seulement la prévalence des chats errants qui la rend inhabituelle, mais les policiers et les agents de sécurité sont encore plus nombreux que les chats. Il y a un agent de sécurité dans chaque rue, à chaque coin, et même sous les ponts. Des parcs ornés de marbre et de grès sont dispersés dans toute la ville. Ce n'est que dans les banlieues et la périphérie de Bakou que le conte de fées rencontre la réalité. En 2005, l'Azerbaïdjan a signé la Convention des Nations Unies contre la corruption. L'une des exigences de ce traité était de mettre en place une déclaration financière pour tous les fonctionnaires de l'État. Les parlements ont ratifié ce traité. Mais jusqu'à aujourd'hui, 17 ans après, personne n'a déclaré ses richesses. Le premier journaliste qui a révélé l'énorme corruption au sein du gouvernement a été tué devant la porte de sa maison. Après cela, nous avons vu que tous les journalistes qui parlaient d'actifs volés avaient des problèmes. Ils sont emprisonnés et leur vie devient extrêmement difficile. Ils sont poursuivis, ils sont victimes de chantage liés et des problèmes familiaux privés. La National Crime Agency, NCA, est chargée d'enquêter sur le blanchiment d'argent au Royaume-Uni. Je pense qu'il existe des motifs raisonnables pour que la NCA enquête sur les actifs détenus par la famille Aliyev ou liés à elle au Royaume-Uni. Il n'est pas toujours évident de savoir comment la famille présidentielle s'est enrichie. Une partie de cet argent est au moins passée par des systèmes de blanchiment d'argent, des laveries automatiques, qui sont connus pour avoir acheminé de l'argent illicite hors d'Azerbaïdjan. Nous voulions demander à la NCA pourquoi elle n'avait pas ouvert d'enquête sur les avoirs de l'allée des familles au Royaume-Uni. La NCA n'a pas accepté de nous parler. Lorsque j'étais en Azerbaïdjan, l'ambassade britannique nous invitait parfois à prendre le petit déjeuner avec l'ambassadeur et d'autres fonctionnaires britanniques. Ils nous disaient qu'ils craignaient pour nous si nous menions une enquête approfondie, car nous aurions des problèmes. Et ils ne nous ont jamais apporté leur soutien pour enquêter sur la corruption. Les politiques britanniques, y compris ceux qui siègent à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, ont essayé de laver l'image négative d'Aliyev. Vous savez qui est le plus grand lobbyiste d'Azerbaïdjan? C'est le fils de la reine, le prince Andrew. L'ami d'Epstein. C'est aussi un très bon ami d'Aliyev. Tous les 5 ans, le peuple d'Azerbaïdjan élit un président. Et tous les 5 ans, depuis 1993, ce président s'appelle M. Aliyev. Lors des élections de 2008, M. Aliyev a obtenu 89% des votes. En 2013, il a obtenu 84,5% des votes et en 2018, 86%. Lors de l'élection de 2018, Emin Husseynov a travaillé pour une ONG enquêtant sur les violations électorales. Nous avons observé les élections et découvert des irrégularités. Après cela, le gouvernement a fermé notre ONG, confisqué tout notre équipement et emprisonné la plupart d'entre nous. J'ai décidé de m'échapper.
La police azerbaïdjanaise me recherchait comme si j'étais le terroriste numéro 1 du pays. Ils ont affiché ma photo à l'entrée de toutes les stations de métro. Les chauffeurs de taxi et de bus l'avaient aussi. J'ai changé mon apparence. J'ai laissé pousser ma barbe et j'ai teint mes cheveux en blond. Des agents secrets attendaient devant l'ambassade de Suisse. Ils ont demandé au gardien « L'avez-vous contrôlé ?» Le garde a répondu « Ce n'est pas le type que vous cherchez. Il s'agit d'un étranger. » La Suisse m'a protégé et au bout de 10 mois, le chef du ministère suisse des Affaires étrangères est venu en Azerbaïdjan et a pu m'emmener avec lui en Suisse. Ensuite, le président Aliyev a illégalement annulé mon passeport et m'a privé de ma citoyenneté. L'amour de la famille Aliyev pour la propriété londonienne et l'utilisation du secret financier offshore pour dissimuler leurs richesses est reflété par une autre dynastie politique du monde en développement, les Sharifs du Pakistan. Le Premier ministre pakistanais a été disqualifié de ses fonctions. Le tribunal a également disqualifié le ministre des Finances du pays, Ishaq Dar. Ce verdict a été rendu à l'unanimité. Les 5 juges ont déclaré que le Premier ministre Nawaz Sharif n'était pas une personne honnête et judicieuse et qu'il devait donc être disqualifié. Nawaz Sharif a été élu 3 fois Premier ministre. Au cours de son mandat dans les années 90, Nawaz Sharif a privatisé de nombreuses industries d'État. Les politiques de privatisation lancées par M. Nawaz Sharif lorsqu'il était Premier ministre dans les années 90 ont marqué le début de la corruption. De nombreuses entreprises d'État ont été présentées comme déficitaires, puis distribuées à différents soutiens politiques de Nawaz Sharif, à ses amis et à ses associés. Le gouvernement de Nawaz Sharif a ensuite adopté une loi selon laquelle les autorités fiscales pakistanaises ne pouvaient pas remettre en question l'origine de l'argent qui entrait au Pakistan depuis l'étranger. C'est très important de se souvenir de cela. Quand vous êtes au pouvoir, vous pouvez faire des lois à votre guise, vous pouvez manipuler le système, vous pouvez corrompre les gens, vous pouvez obtenir des réductions où que vous le vouliez, et c'est ce que les Sharifs ont fait. Et c'est ce dont ils ont été accusés au fil des ans. C'est une affaire de famille très soudée. Dans le cas de la Udaibiya Paper Mill, en examinant les directeurs et les actionnaires, nous voyons qu'il s'agit seulement de la famille Sharif. La famille immédiate et quelques cousins sont également mentionnés comme directeurs. Regardez l'actionnariat de Ramzan Sugar Mill. Cela vous donne une idée du fait qu'elle est dirigée par le directeur général, M. Hamza Shahbaz Sharif. Shahbaz Sharif est le frère cadet de Nawaz Sharif. Il était le leader de l'Assemblée du Pendjab lorsque son frère était Premier ministre. Il est accusé d'avoir blanchi des dizaines de millions de dollars par l'intermédiaire de Ramzan Sugar Mill, une société appartenant à la famille Sharif. Des comptes ont été ouverts au nom d'employés de bas salaire non soumis à l'impôt sur le revenu. L'argent était déposé sur ces comptes, puis atterrissait sur les comptes de M. Hamza Shahbaz Sharif, de M. Suleyman Shahbaz Sharif ou de M. Shahbaz Sharif lui-même. En fait, ces dossiers que vous voyez ici, ils donnent les noms, ils donnent les documents bancaires, les challans, tout ce qui est mentionné dans tous les dossiers bancaires, les noms des employés à bas salaire. Voici un exemple. Regardez-le. M. Masrour Anwar dépose ceci au nom de M. Shahbaz Sharif. Il s'agit d'1,6 million de roupies. Ce montant a été déposé à la Habib Bank of Pakistan le 27 avril 2007, lorsque Shahbaz Sharif était ministre en chef. Voici un autre dépôt, le 13 mai 2016, au nom de Nia Mohammad Shahbaz Sharif, d'un montant de 6 lakhs. 52 451 roupies déposées sur un compte par M. Masrour Anwar. 1 crore et 90 lakhs roupies déposées sur le compte de Mme Shahbaz Sharif Bey. Vous vous demandez peut-être qui est Masrour Anwar. Selon l'enquête menée par l'Agence fédérale d'investigation,
Masrour Anwar était un employé de bas niveau de la famille Sharif. Un membre de votre propre famille est ministre des Finances et votre frère est Premier ministre. Alors toute la chaîne bancaire était là pour les aider. Je me suis entretenu avec une source de l'enquête. Lorsqu'ils ont interrogé les banquiers sur ce qui se passait sous leurs yeux et pourquoi ils n'y mettaient pas fin, on leur a répondu qu'ils venaient avec des hommes armés. Une enquêtrice a rapporté qu'un responsable bancaire s'était écrié « Qu'aurions-nous pu faire ?» Les directeurs recevaient alors des appels de leurs supérieurs. Les banques elles-mêmes faisaient partie de ce réseau visant à dissimuler la corruption de la famille Sharif. Les Panama Papers contiennent des allégations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Ils impliquent des dirigeants du monde entier et accusent certains d'entre eux d'avoir dissimulé leur argent dans de nombreux cas afin d'échapper à l'impôt. Ce fut une surprise pour la population pakistanaise car l'affaire a été révélée au niveau international. Elle était beaucoup plus crédible, car au fil des ans, la famille Sharif a fait savoir que toutes ces allégations à son encontre étaient motivées par des considérations politiques. Les 3 enfants de M. Sharif sont cités dans les Panama Papers. Sa famille possède des propriétés à Londres par l'intermédiaire de sociétés offshore. La fille de Sharif nie être propriétaire de ses biens à Londres. Des documents émanant d'elle remonteraient à 2006 et prouveraient qu'elle est fiduciaire des propriétés et non propriétaire. Mais ces documents sont écrits dans une police appelée Calibri, qui n'était pas disponible dans le commerce avant 2007. Si vous regardez les années 1992 et 1993, vous constaterez que Mariam Esser s'est agrandie 21 fois. Et il n'y a aucune justification à cela, en une seule année. Vous n'êtes pas propriétaire d'une entreprise et il n'y a pas d'entreprise à votre nom, mais vos actifs sont multipliés par 21. En 1992, Mariam Nawaz a eu 19 ans. Après les révélations des Panama Papers, les agences d'enquête pakistanaises ont sondé les affaires financières de la famille Sharif. L'équipe d'enquête conjointe a essentiellement découvert que M. Nawaz Sharif ne pouvait pas justifier les actifs qu'il avait constitués à partir de sources de revenus connues. C'était l'une des principales accusations. L'affaire a été renvoyée pour poursuite pénale. Les poursuites pénales ont donné lieu à un procès qui a duré près d'1 an. Au cours de ce procès, M. Sharif n'a pas donné la moindre réponse sur l'origine de sa fortune ou sur l'explication de ses 4 appartements à Avonfield, à Londres. Où est la trace de l'argent? Ils n'ont jamais pu le prouver. La famille Sharif est considérée comme l'une des plus riches du Pakistan. Mais l'origine de cette richesse reste un mystère. L'appartement dans lequel vous vivez actuellement, à Mayfair, a été cité dans le journal pakistanais The News l'année dernière comme l'un des 4 appartements achetés, illégalement par votre père, par l'intermédiaire de diverses sociétés offshore et suisses. Pourquoi les gens qui nous accusent de cela ne vont-ils pas devant les tribunaux et ne le prouvent-ils pas? Savez-vous à qui appartient l'appartement où vous habitez? Ce n'est pas la question maintenant. Pourquoi pas? C'est la question que je vous pose. Savez-vous à qui appartient l'appartement? C'est un loyer. Je vis d'un loyer qui me parvient du Pakistan chaque trimestre. Vous le louez personnellement ou l'argent vient du Pakistan? L'argent vient du Pakistan. Je suis comme n'importe quel autre étudiant qui vit avec ses parents. Je n'ai pas nécessairement besoin de connaître les faits, qui est propriétaire de l'appartement, qui paie le loyer et qui paie ma vie. La famille mérite tout cela. Ce n'est pas ma faute. Si je suis né dans une famille riche et fortunée. Mon grand-père l'a gagné à force de travail acharné. Lorsque vous leur demandez d'où vient cet argent, ils vous raconteront l'histoire de leur grand-père défunt et de l'époque de l'indépendance. Nous venons de l'Inde, nous avions des commerces. Mais sérieusement, il n'existe aucune entreprise au monde qui n'ait pas d'argent à déclarer. Si vous regardez leur déclaration d'impôt, vous ne verrez pas qu'il s'agit d'une grande famille industrielle. Les Sharif n'ont jamais figuré parmi les familles riches du Pakistan.
Mais aujourd'hui, si l'on dresse une liste des familles les plus riches du Pakistan, il est certain que les Sharif figureront dans le top 10, voire le top 5, car nous ignorons pas le montant exact de leurs avoirs dissimulés au Luxembourg, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, ni ce qui se trouve sur différents comptes bancaires aux États-Unis. Nous ne savons pas s'il s'agit de 4 ou 5 milliards de dollars. En décembre 2018, suite aux révélations des Panama Papers, Nawaz Sharif et sa fille sont condamnés à 7 ans de prison pour corruption. Nawaz Sharif est libéré sous caution pour suivre un traitement médical à Londres et refuse de rentrer au Pakistan. Depuis Londres, Nawaz Sharif affirme que sa chute est un complot de l'armée pakistanaise. La facture d'électricité frappe les pauvres comme la foudre. Général Bajwa, vous devez répondre pour cela. Mes pauvres Pakistanais meurent faute de médicaments. Vous devez répondre pour cela. Le prix du pain est passé à 10 roupies. Général Bajwa, vous devez répondre pour cela. Ou le général Faiz. Général Faiz, tout cela est arrivé à cause de vous. Vous devrez également donner une réponse. Appelez Nawaz Sharif un rebelle, si vous voulez. Appelez-le un traître, si vous voulez. Appelez-le l'homme le plus cherché. Ou un hijacker, si vous voulez. Mais Nawaz Sharif continuera à être la voix de son peuple opprimé. Nous avons contacté la députée Priti Patel, ministre de l'Intérieur, pour lui demander pourquoi Nawaz Sharif, dont le visa de visiteur au Royaume-Uni avait expiré depuis 2 ans, n'avait pas été extradé. Priti Patel s'était empressée d'expulser les demandeurs d'asile lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur, mais elle n'a pris aucune mesure à l'encontre de Nawaz Sharif. Priti Patel, députée au ministère de l'Intérieur, n'a pas accepté d'être interviewée. Nous avons également contacté la National Crime Agency. Nous voulions savoir pourquoi il n'y avait pas eu d'enquête significative sur le patrimoine de Nawaz Sharif. La NCA n'a pas accepté de nous parler. Nawaz Sharif n'est pas le seul membre de la famille Sharif à avoir élu domicile à Londres. Londres est la résidence secondaire de la maison Sharif. Hassan Nawaz est ici, Hussein Nawaz est ici, les enfants de Hussein, Zikria et un autre fils sont ici, pas vrai? Les enfants de Hassan sont ici, Nawaz Sharif est ici. Si vous regardez Ali Dar, le gendre de Nawaz Sharif, et Asma Nawaz Sharif, la plus jeune fille de Nawaz Sharif, ils sont tous les deux ici. Comme Ishaq Dar, la famille de Shahbaz Sharif est également présente. Suleyman Shahbaz est ici, Ali Imran, le gendre de Shahbaz Sharif, vit également dans ce pays. La fille de Shahbaz Sharif, Rabia Imran, se trouve également dans ce pays. Elle est en fuite et recherchée au Pakistan. Ali Imran est recherché au Pakistan. Ishaq Dar est recherché au Pakistan. Tous sont recherchés au Pakistan. Au Pakistan, un pays du tiers-monde, nous nous demandons pourquoi la plupart des personnes recherchées par la justice pakistanaise trouvent refuge à Londres, au Royaume-Uni. Cela n'a pas de sens pour moi. Londres est la destination de prédilection des personnes politiquement exposées et des membres de leur famille qui ont accumulé d'énormes fortunes au-delà de leurs sources de revenus connues. Ces fortunes sont fréquemment blanchies ou transférées à l'étranger vers ou via des juridictions dépendantes du Royaume-Uni, où leur origine et leurs propriétés sont dissimulées et où l'argent peut être réinvesti dans l'économie mondiale. La fuite des capitaux est une forte préoccupation pour les pays en développement. Nous savons qu'il existe une fuite massive de capitaux qui n'est pas propre à notre époque. C'est un phénomène historique. Elle a un impact direct sur l'économie. Car si notre monnaie se dévalue et que nous avons un sérieux problème de maintien de la valeur de la roupie pakistanaise, il y a une corrélation avec la fuite des capitaux.
Le groupe d'action financière, GAFI, un organisme intergouvernemental de surveillance du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dont le siège est à Paris, avait placé le Pakistan sur sa liste grise de juridiction. Nos systèmes financiers ont été rendus plus accessibles. Nous partageons des informations avec presque tout le monde. Nous poursuivons de nombreuses affaires de blanchiment d'argent aussi loin que nous le pouvons. Car bien sûr, l'élément manquant reste la coopération des autres juridictions, qui est absente. Parfois, nous nous interrogeons pourquoi nous figurons sur la liste grise, alors que l'argent détourné ici se trouve dans des pays qui ne sont pas inscrits sur cette liste. C'est donc un sujet qui nous pousse parfois à nous demander pourquoi nous figurons sur la liste grise. Nous avons demandé une interview au GAFI. Le GAFI a refusé de nous parler. Nous aurions aimé demander au GAFI comment il était possible que le Royaume-Uni, la Suisse et le Luxembourg, entre autres, soient considérés comme propres, alors que ces pays sont connus pour être des centres majeurs de blanchiment d'argent, à travers lesquels des milliards de dollars d'argent illicite sont réinvestis chaque année. L'argent est volé ici et il est caché dans les pays développés. Si cela se produit, ce n'est pas seulement la faute du système pakistanais si l'argent peut sortir. Je remets en question le double standard. Par exemple, si l'on demande à des pays comme le Pakistan d'effectuer davantage de contrôles et d'être plus ouverts, nous attendons en retour la même chose lorsque nous enquêtons sur quelqu'un. Nous adresserons une demande d'entraide judiciaire à la Suisse, par exemple, et nous dirons que nous disposons d'informations selon lesquelles M. A possède un compte bancaire en Suisse dans telle ou telle banque. Nous ne connaissons pas la succursale, nous ne connaissons pas le numéro de compte, mais il est bien dans le système et son identité et sa date de naissance est partagée. Nous chercherons donc à obtenir des informations. Et peut-être qu'un an ou deux après, nous recevrons certaines questions. Pouvez-vous identifier le nom de la succursale ou pouvez-vous nous donner le numéro de compte? Alors que nous avons dit dans notre première demande que nous ne les avions pas. Lorsque le gouvernement pakistanais Tariq Insaf est arrivé au pouvoir, nous avons conclu un accord informel avec les autorités britanniques appelé l'initiative Justice and Accountability. Et la NCA a également mis en place une petite unité anticorruption au sein de la NCA, chargée d'aider le Pakistan à sa demande. Le ministère de l'Intérieur et la NCA, l'Agence nationale britannique de lutte contre la criminalité, sont chargés de traiter les demandes d'entraide judiciaire émanant d'États étrangers. Le Pakistan a déposé de nombreuses demandes d'entraide judiciaire concernant les biens de la famille Sharif à Londres. Les demandes concernant les familles Sharif prennent beaucoup de temps. Cela prend beaucoup trop de temps pour prendre des mesures simples, comme par exemple le gel des actifs ou l'enquête sur les activités au Royaume-Uni, alors que des personnes sont accusées ou condamnées pour des crimes graves au Pakistan. Le Pakistan a fait son enquête. Nous avons fait notre investigation. Mais nous ne savons pas s'il y a eu une enquête du côté britannique. Qu'en est-il des appartements de mes frères? Qu'en est-il de l'ensemble du portefeuille immobilier d'Hassan Nawaz? Qui s'est dégagé des Panama Papers? L'impression qui s'en dégage est que tous ceux qui commettent de tels crimes ou sont impliqués dans des affaires de corruption finissent par vivre à Londres dans des appartements à Mayfair. Les principaux problèmes des pays en développement sont les pays occidentaux. Malheureusement, ici au Royaume-Uni et dans d'autres pays occidentaux, nous pouvons être très doués pour signaler d'autres pays et dire « Eh, regardez toute cette corruption là-bas ». Mais en réalité, nous facilitons cette corruption. Nous sommes complices du blanchiment des fonds publics parce que nous disposons d'un système prêt à l'emploi où les individus corrompus peuvent cacher, dépenser ou nettoyer leur argent. Londres et son rôle dans le monde offshore sont un paradis ou un refuge pour les blanchisseurs d'argent. C'est un endroit où l'on peut cacher des richesses gagnées de manière illicite, dans l'anonymat et avec relativement peu de contrôle et de vérification.
Le président russe Vladimir Poutine a lancé une vaste opération militaire contre l'Ukraine. Des milliers de soldats soutenus par des tanks et des missiles ont franchi la frontière ukrainienne sur tous les fronts. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé tous les citoyens prêts à défendre le pays contre les forces russes à se manifester, affirmant que Kiev fournirait des armes à tous ceux qui le souhaitent. Nous avons déjà mis en place le plus vaste ensemble de sanctions de notre histoire. Aujourd'hui, la Maison-Blanche a annoncé de nouvelles sanctions contre des membres de l'élite russe. Il est difficile de relier directement les oligarques russes à leurs actifs, car ils recourent à des sociétés écrans et leurs proches pour dissimuler leurs véritables propriétés. Pour ceux qui souhaitent cacher leur argent, les territoires dépendants du Royaume-Uni, tels que les îles Caïmans, Jersey et les îles Vierges britanniques, sont la destination de choix. Dans le passé, la Grande-Bretagne a affirmé que ces juridictions étaient indépendantes et qu'elles ne pouvaient pas dicter leurs lois. J'ai écouté le ministre des Affaires étrangères expliquer clairement l'importance d'éviter les fuites de sanctions. Et elle a été interrogée à 2 reprises sur les territoires britanniques d'outre-mer. J'ai senti une réticence à entrer dans les détails à ce sujet. J'ai été très clair sur le fait que nous inclurons les territoires d'outre-mer dans toutes les mesures que nous prendrons. Nous avons contacté le Bureau des Affaires étrangères car nous voulions lui demander s'il allait prendre des mesures similaires contre l'argent illicite provenant d'autres pays. Le ministère des Affaires étrangères a refusé d'être interviewé pour ce documentaire. Pour faciliter la saisie des actifs russes, le Royaume-Uni a adopté la loi sur la criminalité économique. L'objectif de cette loi est d'aider la police à identifier et à saisir l'argent illicite au Royaume-Uni. La récente loi sur la criminalité économique stipule que tout fonds impliqué dans le réseau de propriété d'un bien immobilier doit désormais déclarer la propriété effective au HMRC, Recettes et Douanes de Sa Majesté. Puisque ce registre des fonds n'est pas public, nous ne savons pas exactement quelles sont les informations qu'il contient, s'il est vérifié ou s'il est vraiment efficace. Les fonds d'outre-mer qui possèdent des biens au Royaume-Uni devront également s'enregistrer en vertu de la loi. Je ne sais pas dans quelle mesure cela sera appliqué. Dans la pratique, c'est difficile à dire. Nous ne savons pas vraiment comment cela sera mis en œuvre. Par exemple, si nous examinons le registre des personnes exerçant un contrôle significatif sur les sociétés britanniques, beaucoup de personnes et des sociétés ont respecté cette obligation, mais d'autres ne l'ont pas fait. Ils ont déclaré ce qui semble être des candidats potentiels. Le gouvernement britannique a promis de réformer la compagnie House. À l'heure actuelle, elle n'est pas habilitée à contrôler et à vérifier les informations qui lui sont soumises. Il est tout à fait possible d'inscrire, comme je l'ai dit, Mickey Mouse ou Donald Duck au lieu du véritable propriétaire effectif. Personne ne va vraiment vérifier ces informations. Par conséquent, en cherchant à établir un registre immobilier similaire, nous risquons de rencontrer les mêmes problèmes. Combien d'entre eux respecteront réellement la loi? Et s'ils le font, comment savoir s'il s'agit bien du véritable bénéficiaire de ce bien et comment le vérifier? Il est facile de comprendre pourquoi les entreprises britanniques sont devenues un outil privilégié pour les acteurs corrompus et les blanchisseurs d'argent, qui les utilisent pour déplacer et dissimuler leurs richesses, car l'application de la loi est faible. Nous avons voulu parler à la NCA de ce qui, selon elle, l'aiderait à s'attaquer au problème du blanchiment d'argent au Royaume-Uni. La NCA n'a pas accepté de nous parler. La NCA est un département du ministère de l'Intérieur britannique. Nous voulions savoir si la NCA estimait pouvoir agir en dehors du ministère dont elle fait partie, ou si ses poursuites étaient orientées par les intérêts du gouvernement, plutôt que dans l'intérêt de la poursuite de la criminalité. En février 2022, le journal The Guardian a rapporté que l'ancien ministre conservateur Lord Foulkes, qui avait tenté d'introduire un registre public des propriétaires de biens immobiliers à l'étranger en 2017 et 2018, a été approché par des fonctionnaires de 4 ministères qui lui ont dit de laisser tomber le registre public des propriétaires de biens immobiliers à l'étranger. Lord Foulkes a déclaré au journal « Il est ironique que notre réputation en matière de protection de l'état de droit attire précisément des personnes qui ont très peu de considération pour l'état de droit elle-même et qui viennent de pays qui l'ignorent totalement. »
Nous avons contacté le GAFI, l'Agence nationale de lutte contre la criminalité, le ministère des Affaires étrangères, le député John Glenn, le secrétaire économique du Trésor, et Priti Patel, député chargé du ministère de l'Intérieur. Aucune de ces personnes ou organisations n'a accepté de participer à ce documentaire. Mais lorsque nous avons contacté Imran Khan, le Premier ministre pakistanais de l'époque, Imran Khan a accepté notre demande d'interview. Bonjour, Michael. Comment ça va? Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Vous n'allez donc pas être filmé? Non. Alors, qu'est-ce que c'est? Une sorte de documentaire? Oui, c'est un documentaire sur des individus qui sont devenus très riches en étant au pouvoir et qui possèdent actuellement beaucoup de richesses à Londres, en particulier dans la pauvreté. La corruption n'est pas un problème pour le Pakistan. C'est un problème pour tous les pays pauvres. En fait, j'en suis arrivé à la conclusion que les pays sont pauvres uniquement à cause de la corruption et de la corruption d'élite. C'est la corruption des puissants qui détruit le pays, pas la corruption des affaiblis. En tant que Premier ministre, si je veux faire de l'argent avec mon pays, je dois voler de l'argent et l'envoyer. Je ne peux le faire que si j'affaiblis les institutions de l'État qui contrôleraient ma corruption. Ainsi, les institutions se corrompent, s'affaiblissent et ne peuvent pas faire face aux puissants. Les pays les plus riches doivent se manifester et traiter l'argent sorti des pays pauvres, l'argent blanchi hors des pays pauvres, de la même manière que le financement du terrorisme et l'argent de la drogue. Comme ces deux phénomènes, le financement du terrorisme et le trafic de drogue, affectent les pays riches, les lois sont très strictes, mais il n'y a pratiquement aucune tentative pour mettre fin à ce pillage des pays pauvres. J'ai le sentiment que les pays riches ne sont pas incités à rapatrier l'argent ou à prendre des mesures contre ces personnes, car ils en profitent. Il y a des pays qui profitent de l'argent volé à nos pays et qui y sont déposés là-bas. Ils profitent des milliards de dollars qui alimentent leurs propriétés et leurs entreprises volées à notre pays. Quelle motivation pourrait-il donc avoir? C'est nous qui souffrons. Tel est le dilemme. Nous n'avons pas les ressources nécessaires pour récupérer l'argent et ils n'ont aucun intérêt à nous le renvoyer. C'est donc le grand problème auquel est confronté l'ensemble du monde en développement. Je suppose qu'il s'agit maintenant d'engager des avocats plus chers à l'étranger. En fait, quand vous regardez les lois, elles ont tendance à favoriser les escrocs. Je parle des pays riches dans leur ensemble, bien sûr. Ils ont tendance à les favoriser. C'est tellement compliqué de récupérer l'argent. Imran Khan a soulevé cette question dans presque tous les forums en disant que les pays riches doivent s'occuper des pays pauvres. Et cette prise en charge implique que l'argent volé, qui est maintenant investi dans les pays riches, doit être restitué aux pays d'origine. Dans les Panama Papers, les propriétés des Sharifs sont catégoriquement mentionnées. Et toutes elles se trouvent au cœur de Londres. Et tout le monde, y compris le gouvernement britannique, sait que ces propriétés ont été achetées en réalité avec de l'argent blanchi. Je pense que la politique internationale joue un rôle important dans cette affaire. Dans certains pays, on dit que ce qui est à nous, et que ce qui est à vous est aussi à nous. C'est le cas du gouvernement britannique en ce moment. Le Royaume-Uni, les États-Unis et, de plus en plus, d'autres territoires occidentaux refusent non seulement de démanteler ou de rendre plus ouverts et responsables ces systèmes, mais soutiennent activement les territoires qui favorisent l'afflux de richesses financières illicites. Le monde, lui, doit être capable de prendre conscience d'une telle réalité. Ils parlent de Jeff Bezos, d'Elon Musk, d'Apple et toutes sortes de choses. Mais ils restent étrangement silencieux sur les richesses qui sont retirées et investies, car elles aident leur pays.
Ce n'est pas normal. Nous devenons victimes 2 fois, car lorsque nous demandons que nos richesses nous soient rendues, il nous est très difficile de le réussir. Les Congolais n'ont toujours pas récupéré les richesses du règne de Mobutu Sese Seko. Les Nigérians n'ont toujours pas récupéré les richesses de Sani Abacha et d'autres personnes. Je dirais la même chose probablement du régime dos Santos. Les pays qui construisent activement ces systèmes, les financent et les protègent, ne font pas assez pour les rendre plus ouverts et plus responsables. Ce n'est pas juste. Des fuites offshore ont révélé à maintes reprises que des personnes politiquement exposées utilisent des juridictions secrètes pour dissimuler leurs richesses, la blanchir et la réinvestir dans l'économie mondiale. Une grande partie du système financier international et de nombreuses juridictions financières secrètes sont contrôlées et réglementées par des intérêts occidentaux. Imran Khan s'est souvent prononcé contre le blanchiment d'argent et les centres financiers offshore. Son gouvernement a mis au défi les institutions et les gouvernements occidentaux de restituer et de révéler l'argent sale et les avoirs non déclarés d'origine pakistanaise. Il a poursuivi une politique étrangère indépendante et a irrité les États-Unis en refusant d'accueillir des sites de la CIA sur le sol pakistanais. Le 7 mars 2022, l'ambassadeur pakistanais aux États-Unis a signalé dans un communiqué confidentiel que Donald Dulou, un haut responsable du département d'État, l'avait informé que les relations entre le Pakistan et les États-Unis ne pourraient s'améliorer que si Imran Khan était retiré du pouvoir. Khan a accusé les États-Unis d'être à l'origine d'une conspiration visant à l'évincer du pouvoir. Le Premier ministre pakistanais a accusé les États-Unis de collaborer avec l'opposition pour l'écarter du pouvoir. Cette allégation est absolument fausse. Nous ne laisserons pas la propagande, la désinformation et les mensonges entraver nos relations bilatérales, y compris celles que nous entretenons avec le Pakistan. Le Premier ministre Imran Khan a été retiré du pouvoir. Les législateurs ont élu le chef de l'opposition, Shahbaz Sharif, au poste de Premier ministre du pays. Une nouvelle aube s'est levée. Un nouveau jour se lève. Allah a répondu aux prières de millions de personnes. Lorsque Shahbaz Sharif, le frère de Nawaz Sharif, a été nommé Premier ministre le lundi 11 avril, le journal The Guardian a écrit « Il est connu comme un administrateur diligent avec un tel amour de la poésie qu'il ouvre souvent les réunions officielles avec des récitals de célèbres poètes révolutionnaires ourdous. » Les premiers mots qu'il a prononcés devant le Parlement ont été « Il faut se libérer de tous les désirs ». Imran Khan a affirmé qu'il avait été destitué par une conspiration soutenue par l'étranger. L'ambassade des États-Unis a appelé des membres de mon parti, des sympathisants qui n'étaient pas contents, et ils ont été les premiers à quitter le navire. Ce sont également eux qui ont offert $1 million chacun pour acheter mes autres députés, qui ont fini par quitter le navire plus tard. Et puis, il y a eu la conversation de Donald Yu avec notre ambassadeur. Le lendemain, la motion de censure est déposée à l'Assemblée. De quoi s'agit-il? Vous avez fait des allégations importantes. Quand présenterez-vous des preuves tangibles? Pourquoi voudrais-je blâmer les États-Unis si je n'ai pas de preuves tangibles? Il s'agissait d'un message officiel transmis à notre ambassadeur par des preneurs de notes. Le message que j'ai reçu, que notre président a transmis au président de la Cour suprême du Pakistan, est bien réel. Non seulement un gouvernement démocratiquement élu a été renversé par une conspiration, mais nous avons été remplacés par une bande de criminels. 60% des membres du cabinet, qui siègent en ce moment même, sont des criminels, en liberté sous caution. Le Premier ministre et son fils étaient sur le point d'être condamnés dans une affaire de corruption portant sur des milliards de roupies. La doctrine Sharif consiste à acheter des personnes différentes à tous les postes importants du pouvoir. Dans les médias, par exemple, vous avez vos journalistes sympathisants qui continuent à soutenir que le pays ne peut être sauvé que par la sagesse de la famille Sharif.
Les généraux, lorsqu'ils prennent leur retraite, sont récompensés. Les juges, une fois à la retraite, sont également privilégiés. Les journalistes, eux aussi, se voient offrir un poste au sein du gouvernement et l'acceptent volontiers. C'est donc l'ensemble de la doctrine Sharif qui leur donne l'impression qu'ils peuvent même s'en tirer en toute impunité au Pakistan. Nawaz Sharif a appris que même si vous n'êtes pas au pouvoir, si vous réussissez à gagner du temps et à retarder les affaires devant les tribunaux, une fois que vous revenez au pouvoir, vous pouvez réussir à obtenir un chèque en règle. Je pense donc que cette fois-ci, la même stratégie est suivie par la famille Sharif. Ceux qui sont au pouvoir pensent qu'ils peuvent s'en tirer avec les crimes qu'ils ont commis. Et la famille Sharif en a profité grâce à leurs amis internationaux qui sont venus à leur secours pour conclure les sales affaires. Quelqu'un a dit une fois que, pour accumuler des richesses au-delà de ses rêves, il faut être proche des personnes qui établissent les règles et qui les font respecter. Lorsque le gouvernement de coalition de Shahbaz Sharif a été nommé, l'une de ses premières actions a été d'adopter un amendement visant à restreindre les pouvoirs du Bureau national de la responsabilité, qui était chargé d'enquêter sur les délits en col blanc commis par des titulaires de charges publiques. L'amendement, adopté en juin du ex-2022, devait prendre effet rétroactivement. L'amendement stipule que les tribunaux doivent se prononcer sur l'issue d'une affaire dans un délai d'1 an et précise que, si des preuves suffisantes n'ont pas été fournies au moment de l'arrestation, l'agent qui a procédé à l'arrestation risque 5 ans d'emprisonnement pour avoir déposé une fausse référence. Mohammad Rizwan, l'enquêteur en chef de 47 ans, qui a présidé l'enquête contre Shahbaz Sharif et sa famille dans l'affaire Ramzan Sugar Mills, est décédé d'une crise cardiaque le 9 mai 2022. Un autre enquêteur chargé de la même affaire a été victime d'une crise cardiaque et se trouve toujours dans un état critique. Malik Massoud, sur les comptes duquel les procureurs affirment que 3,7 milliards de roupies pakistanaises ont été blanchies au profit de divers membres de la famille Sharif, coopérait avec les enquêteurs lorsqu'il a lui aussi été victime d'une crise cardiaque et est décédé le 7 juin 2022. Âgé de 49 ans, il était garçon de thé à Ramzan Sugar Mill, où il percevait un salaire d'environ 300 $ par an pour son travail au sein de l'entreprise appartenant à la famille Sharif. Selon le Wealth Report, Londres est la capitale mondiale de la richesse, devançant New York. Londres est le terrain de jeu favori des oligarques politiquement exposés et des membres de leur famille. La famille Sharif du Pakistan, les Aliyev d'Azerbaïdjan, les Kenyatas du Kenya, ainsi que de nombreuses autres familles actuelles et anciennes ayant des liens politiques, qui ont acquis des fortunes dépassant leurs sources de revenus connues, possèdent des milliards de livres sterling de biens immobiliers de premier ordre à Londres. Londres s'enorgueillit de la plus grande diversité d'investisseurs immobiliers internationaux, avec des personnes originaires de 45 pays possédant des biens immobiliers à Londres. Les juridictions dépendantes du Royaume-Uni continuent d'offrir des services de secret financier et d'évasion fiscale. 84 000 propriétés au Royaume-Uni sont détenues de manière anonyme. Le gouvernement britannique a promis à plusieurs reprises de s'attaquer à l'argent sale, mais à chaque fois, il n'a pas mis en œuvre la législation promise ou l'a édulcorée de manière à la rendre inefficace. La Grande-Bretagne reste la capitale du tourisme de la diffamation, où les riches viennent tenter de réduire au silence leurs détracteurs. Londres continue d'être un refuge pour l'élite mondiale, qui est tombée en disgrâce dans son pays d'origine. Le Pakistan, sous la direction d'Imran Khan, a tenté pendant des années de s'engager auprès de la Grande-Bretagne pour rapatrier l'argent blanchi. De nombreux autres pays en développement ont fait de même, sans succès. Pour ce documentaire, nous avons contacté de nombreux organismes gouvernementaux et ministres britanniques. Aucun n'a accepté de nous parler. Le GAFI, l'organisme intergouvernemental de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, dont le siège est à Paris, a indiqué dans son premier examen, après l'éviction d'Imran Khan, que le Pakistan avait satisfait à toutes les recommandations de conformité pour être retiré de la liste grise du GAFI. Arshad Sharif, un journaliste extrêmement populaire et influent, a quitté le Pakistan craignant pour sa vie en août 2022. Le 23 octobre, il a été abattu par la police au Kenya. Imran Khan faisait campagne pour de nouvelles élections lorsqu'il a été victime d'une tentative d'assassinat le 3 novembre 2022,
souffrant de multiples blessures par balle. La famille Sharif n'a pas répondu à nos messages et à nos courriels. Les présidents Ilham Aliyev et Uhuru Kenyatta ont été contactés par l'intermédiaire de leurs ambassades respectives, mais aucune réponse n'a été reçue. Ce film est autofinancé par les réalisateurs avec le soutien des contributeurs de Patreon et GoFundMe.